concernant le deuxième topo pour le pied, je vais demander à Rémi, à Claire-Marie et à Karine de nous parler des métatarsalgies, un de nos motifs favoris de travail en commun. Alors, on va commencer, Rémi. Est-ce que déjà tu peux nous mettre un peu en place intellectuellement ? Qu'est-ce que tu peux nous décrire ? Les métatarsalgies, les douleurs de l'avant du pied. Donc, on va revoir ce que c'est un pied. On va voir comment il peut fonctionner. Parmi les multiples cadres diagnostiques des métatarsalgies, on va se concentrer sur les métatarsalgies mécaniques qui représentent la majeure partie des consultations dans ce cadre de diagnostic. Et puis on verra comment nous, médecins, chirurgiens, et comment vous, podologues, vous appréhendez le problème, vous prenez en charge ces patients avant d'aborder le traitement spécifique de chacun. Alors, si tu le veux bien, on va reparler un peu de mécanique. Toi et moi, on aime bien ça. Peut-être pour ça qu'on fait du pied. Vas-y. Donc le pied, comment ça marche ? Bien. C'est complexe, en fait, c'est une unité fonctionnelle, un organe à lui tout seul, à la différence des articulations qu'on a pu voir aujourd'hui. C'est plein d'articulations, d'os, de ligaments interdépendants les uns des autres. Il fonctionne en torsion et il a une capacité d'amortisseur par l'arrière du pied et une capacité de propulsion, et c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui, par l'avant du pied avec l'hallux et les métatarsiens latéraux. Pour que tout ça fonctionne, il faut qu'il y ait des règles anatomiques de différentes longueurs osseuses pour que os, tendons et muscles fonctionnent ensemble. C'est selon la représentation du schéma en bas à droite qui dit que les deux premiers métatarsiens doivent normalement être aussi longs l'un que l'autre et qu'il y ait une dégression progressive ensuite selon une courbe parabolique pour pouvoir faire fonctionner ce pied normalement. Et sur le schéma du dessus, vous verrez ce qu'on appelle le mécanisme du treuil. C'est les interactions entre les tendons dorsaux, et les tendons plantaires et l'aponévrose plantaire qui vont permettre de finalement faire fonctionner cette barre de torsion et de transformer les forces amortissantes en forces propulsives. Donc le cahier des charges du pied, c'est de pouvoir redistribuer les charges pendant la marche pour que toutes les pressions et tout le monde fonctionne correctement. Donc c'est assez complexe. C'est pour ça que la pathologie douloureuse du pied peut toucher tout le monde et on le reverra après. Qu'est-ce qui va jouer dans les modifications de cette cinématique ? C'est la morphologie du pied, c'est la posture. C'est comment les tissus mous vont fonctionner les uns avec les autres, glisser les uns contre les autres. C'est comment nos ligaments sont stables. C'est comment nos nerfs vont activer nos muscles. C'est dans quel type de chaussures on va mettre notre pied. Les variations, elles vont varier comme tout avec l'âge, avec le vieillissement des tissus. Et puis ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est quelle est l'activité et la demande fonctionnelle du sujet. Donc l'objectif fonctionnel pour que cette biomécanique fonctionne correctement et qu'est-ce qu'on attend d'un pied, c'est de pouvoir s'adapter aux différentes allures du pas, c'est de pouvoir équilibrer et de faire fonctionner toutes les forces de façon contemporaine et synchronisée et mettre en place donc, comme on l'a vu juste avant, des mécanismes actifs mais aussi passifs entraînés les uns par les autres des différentes structures anatomiques. Et donc, par rapport aux métatarsalgies, c'est quoi une métatarsalgie ? Une métatarsalgie, alors il y a une définition qui est longue pour un seul mot. C'est donc ces douleurs de l'avant-pied. Elles peuvent être aiguës, elles peuvent être chroniques, elles peuvent être en relation ou pas avec des atteintes de différents organes et elles peuvent avoir pour origine tous les composants du pied. Ça peut être un problème cutané avec l'apparition des corps, des durillons. On peut mettre aussi les verrues ou les cicatrices de plaies, de corps étrangers qu'on aurait pu se mettre au niveau du pied. Ça peut être des problèmes de tendons avec des rétractations, des tendinites, des élongations. Dans le tendon, on va rejeter l'articulation et parler de la plaque plantaire, qui est en fait cette protection plantaire, un peu comme on a vu dans la pathologie de la main ce matin avec les entorses de la plaque palmaire. Donc c'est vraiment comme au niveau du doigt, c'est une structure capsulo-ligamentaire à la partie inférieure de l'orteil, au niveau de l'articulation métatarso-phalangienne,
qui est donc directement en appui lors de la phase propulsive et qui, au cours du vieillissement ou en cas de troubles statiques ou morphologiques du pied, peut être atteinte et entraîner des douleurs. Les douleurs de métatarsien, elles peuvent être osseuses avec la fracture de fatigue, comme on peut voir sur le cliché radiographique qu'on a là-haut. C'est des gens qui ont mal au pied depuis souvent plusieurs mois, semaines au moins, mais mois souvent. Dans les suites, soit d'une marche banale, prolongée, on part en vacances en Bretagne et on se balade en tongs sur les rochers, il ne faut pas le faire. Ou alors, je vais me mettre au trail et faire mes 60 premiers kilomètres avec des chaussures qui ne sont pas adaptées, et on va se retrouver avec des fissures osseuses qu'on appelle fractures de fatigue. On les voit souvent à ce stade-là parce qu'il y a un énorme retard diagnostique entre le moment où les symptômes apparaissent, un énorme retard radiodiagnostique, c'est-à-dire que les radios, souvent, elles sont normales, même au bout de 2-3 semaines d'évolution. Et les radios de suivi nous font voir ces aspects de callosité au niveau des métatarsiens. La pathologie peut être articulaire aussi, avec l'arthrose ou les ostéochondries type maladie de Freiberg. Elles peuvent bien sûr, mais là on va parler des métatarsalgies mécaniques, être douleurs articulaires dans le cadre des maladies rhumatoïdes ou inflammatoires, voire infectieuses. Il y a le problème neurologique, le fameux syndrome ou névrome de Morton, qui est schématisé sur le schéma de droite. Donc c'est une compression du nerf interdigital, soit par des hyperappuis et inflammation des bourses autour de ce nerf, soit par un épaississement lui-même de ce nerf, qui est en fait une cicatrice microtraumatique chronique qui entraîne un épaississement du nerf. Et un petit peu comme au niveau du canal carpien, le nerf va se retrouver écrasé entre deux ligaments. Et il va falloir aller soit ouvrir ce ligament pour libérer les douleurs, mais des fois on est un peu plus agressif qu'en chirurgie de la main et on va même réséquer ce nerf puisqu'il n'a pas d'incidence motrice et c'est qu'une symptomatologie sensitive douloureuse. Donc malheureusement, parfois on se permet de sacrifier ce nerf et ça rentre dans le cadre des syndromes canalaires. Et enfin, il y a les diverses pathologies vasculaires ou microcristallines. Ça, c'est plus des tableaux de patients typiques. Et alors, par rapport aux métatarsalgies mécaniques, pourquoi on dit qu'elles sont mécaniques ? Elles sont mécaniques parce qu'elles surviennent à la marche ou à la station debout prolongée. On peut même les différencier en métatarsie mécanique statique ou métatarsie mécanique propulsive, en rapport avec le schéma de biomécanique qu'on a vu juste avant. Donc, selon la forme du pied, selon la statique du patient, et donc là on va parler des facteurs favorisants ou aggravants, selon son chaussage et selon sa morphologie de l'avant du pied, on peut avoir des surcharges globales où tous les métatarsiens vont être soumis à une hyperpression excessive qui vont entraîner des douleurs. On peut avoir des surcharges mixtes, des surcharges isolées ou des surcharges des rayons centraux, M2, M3, M4, qui vont donner cet aspect qu'on voit sur la photo qu'on appelle avant-pied rond, avec, vous pouvez le voir, l'hyperkératose plantaire centralisée sur l'avant du pied. Ce qu'il faut imaginer, c'est qu'un pied normal, en décharge, est plat. Il n'a pas ce bombement, cette convexité qu'on voit vers l'avant. Et cette convexité ou ce bombement est le reflet obligatoire soit d'anomalies de longueur des os, soit d'anomalies de tension ou de cinétique des tendons extenseurs et fléchisseurs. Les étiologies, elles sont donc ou fonctionnelles ou structurales. Alors, comment ça se passe au cabinet quand tu examines ces patients ? Déjà, on va voir arriver le patient, sans qu'il s'en rende compte, le regarder marcher, jusqu'à ce qu'il vienne s'asseoir au bureau. Et c'est là où on va pouvoir l'écouter et lui poser un petit peu des questions pour voir si c'est sa plainte principale, depuis combien de temps ça évolue, est-ce que c'est effectivement strictement mécanique, c'est-à-dire j'ai mal que quand je marche ou que quand je suis debout, ou est-ce que j'ai aussi des douleurs la nuit quand je dors qui me réveillent ? Depuis combien de temps ça évolue ? Est-ce que c'est modifié par mon chaussage ? Est-ce que c'est apparu suite à un certain type de chaussage ? Dans quelle situation c'est apparu et quel est le retentissement de cette métatarsalgie ? Est-ce que ça me gêne tous les jours ? Est-ce que ça me gêne que pour faire mon sport ? Est-ce que ça me gêne pour aller au boulot ? Et qu'est-ce qu'il attend de cette demande ? On met toujours un petit point sur le tabac, parce que dans notre spécialité, la chirurgie orthopédique, c'est comme le diabète, c'est un facteur qui peut être rapidement aggravant
Un, pour la cicatrisation des éventuelles lésions, même quand on ne les opère pas, que ce soit osseuses ou musculo-tendineuses. Et si jamais on était amené à devoir proposer une chirurgie, c'est quelque chose qu'il faut essayer de bannir pour s'éviter des complications. Ensuite, on va passer à l'examen clinique et on va regarder le pied debout et allongé pour voir si on peut déjà avoir une orientation du diagnostic et savoir comment on va mener notre examen clinique. Et ensuite, on va venir palper, toucher le pied, recréer les douleurs, soit en faisant des compressions latérales, soit en prenant les phalanges et en essayant de les faire bouger du haut vers le bas, en essayant de rechercher les troubles classiques habituels que sont les hallux valgus ou les signes d'arthrose, ou ensuite les troubles statiques du pied creux, pied plat. Et on va essayer de rentrer tout ça dans un cadre de diagnostic. Pour ça, une fois qu'on a fait l'examen clinique, on va s'aider de radio. J'ai un peu insisté sur ce tableau parce qu'en fait, c'est impératif que les radios elles soient faites debout. Au-delà de chercher une fracture sur une radio non en charge, c'est la seule raison pour laquelle on pourrait demander une radio non en charge dans le diagnostic de douleur de l'avant-pied, puisque le pied, il n'a pas la même forme quand il est debout en charge que quand il est non en charge. Et voilà, s'il y a quelque chose à retenir quand on fait un bilan ou quelqu'un vient pour des douleurs, c'est vraiment de leur demander des radios debout qui vont nous permettre de revoir cette parabole métatarsienne et sur le cliché de profil de savoir à quel type de pied on a affaire. En fait, ce qui nous intéresse avec ces examens, je pense que c'est ce dont tu veux nous parler, qu'est-ce qu'on fait de tous ces angles ? C'est ça. Alors au début, on est très embêté. Et au final, on va se rendre compte qu'on va essayer de comprendre la faute à qui c'est, si je peux me permettre de m'exprimer comme ceci. Donc là, sur le cliché central, on va déjà voir qu'il y a un hallux valgus, d'accord. Donc qu'est-ce qui va se passer avec cet hallux valgus ? Le gros orteil, il va pas marcher correctement parce que sa force de propulsion, elle va être diminuée parce que la phalange est tordue, donc le tendon fléchisseur va pas marcher correctement. Donc du coup, il va perdre sa capacité propulsive et il va demander à ses copains d'à côté de faire le travail à sa place. Sauf que les copains d'à côté, lui, le propulseur, l'hallux, le premier métatarsien, il est petit, trapu, épais, parce que c'est par lui que passent toutes les charges. Et les métatarsiens d'à côté, vous voyez qu'ils sont longs, fins et dépourvus d'os sous la tête du premier métatarsien qu'on appelle les sésamoïdes. Et ils ne sont pas mécaniquement et anatomiquement faits pour supporter les charges propulsives. Ils sont plus là pour avoir des charges adaptatives et proprioceptives. Et du coup, dans la formule métatarsienne, on va pouvoir anticiper de se dire, il y a un hallux valgus, ok, mais il y a aussi un deuxième métatarsien qui est trop long, comme on peut voir sur le cliché en bas à droite ou à gauche, avec ce deuxième métatarsien qui est beaucoup trop long et qui va venir, en plus de la légère déformation qu'il y a ici, voire une petite arthrose, supporter plus de charges qu'il n'y en ait pas. Donc c'est vraiment faire un peu la carte d'identité du pied, et morphologique et tégumentaire, mais aussi osseuse en dessous. Et surtout, ce qui va nous permettre de voir, c'est qu'on va pas forcément... On recherche une corrélation radioclinique, mais il y a parfois des symptômes. On va avoir des gens avec des pieds, avec des hyperkératoses, des signes d'appui. Il n'y aura pas forcément d'anomalie radiologique évidente, et c'est là où il va falloir aller chercher plus loin. Qu'est-ce qui te sert justement pour aller plus loin ? Alors le premier, c'est l'échographie, parce que c'est disponible tout de suite, parce que c'est pas invasif, et parce que c'est dynamique. Alors après, c'est opérateur dépendant. C'est pas forcément un examen que les radiologues aiment faire. C'est un examen que nos collègues médecins du sport se sont mis à développer parce que ça rentre un petit peu dans leur cadre diagnostique de la prise en charge des pathologies du pied et de la cheville. Et ce qu'on attend de savoir de l'échographie, c'est 3 choses. C'est comment est ma plaque plantaire ? Est-ce que j'ai un névrome ? Ou est-ce que j'ai quelque chose qui vient abîmer mon nerf ou écraser mon nerf ? Est-ce qu'il y a une bursite ? Ensuite, on passe à des radios, un examen un peu plus coûteux et plus difficile d'accès, qui est l'IRM, plus ou moins l'arthro-IRM, mais surtout l'IRM, où là, on va plus l'utiliser quand on est un peu dans le doute diagnostique, ou alors dans les cas de pathologie de surcharge osseuse, type les fractures de fatigue. Et on va l'utiliser en parallèle souvent de la scintigraphie osseuse, qui est l'examen référence pour faire le diagnostic des fractures de fatigue. On s'en sert surtout pour ça. Un peu pour l'arthrose, mais pas trop dans la pathologie douloureuse de l'avant du pied.
L'avenir à terme, c'est ce que vous voyez là, c'est le PET-4, pour ne pas le citer, c'est un scanner en charge, qui a un scanner à faible irradiation et qui, lui, a pour vocation de remplacer 3 examens en un, c'est-à-dire la scintille, la radio, plus ou moins l'IRM. On aura éventuellement encore l'échographie à faire, mais ça, c'est quelque chose qui est intéressant. D'autant plus que ça nous permettra de faire les mesures automatiquement et vraiment d'avoir la position du pied en charge avec anticiper, comprendre les déformations, les rotations, les torsions de chacune des articulations pour que tout fonctionne correctement. Et du coup, avec tout ça, est-ce que, en fait, on se pose souvent la question, est-ce qu'il y a un pied normal? Qu'est-ce que c'est un pied normal? Ça existe? Alors j'ai envie de dire, je ne sais pas si mes collègues pourront rebondir là-dessus, un pied normal, c'est un pied qui fait pas mal et qui rentre dans toutes les chaussures et qui vous permet de vous déplacer sans gêne. J'ai envie de dire, c'est ça. Je pense qu'il faut pas il n'y a pas de normalité visuelle, esthétique, même si on décrit 3 types de pieds que sont le pied grec, le pied carré ou le pied égyptien. Et ça, c'est plus des morphotypes qui vont nous aider dans le diagnostic, en fait. Le pied, il faut pas le regarder. On a eu l'habitude de le regarder d'un seul bloc. Et en fait, il y a tellement de choses intriquées qu'il faut le regarder étage par étage pour pouvoir comprendre. Donc, il n'y a pas de normalité apparente, il y a une normalité fonctionnelle. Et c'est pas parce qu'on a un pied qui va donner tous les critères de fonction normale qui va bien fonctionner et inversement. Je te remercie, Rémi. Est-ce que, maintenant, je voudrais avoir l'avis de Claire-Marie d'abord sur la fréquence. Comment ça se passe? Est-ce que c'est un motif pour vous, les podologues, de consultation fréquent, de métatarsalgie? Oui, Jérémy, je rencontre très souvent au cabinet ce motif de consultation. Les métatarsalgies sont d'autant plus fréquentes qu'elles regroupent un grand nombre de symptômes associés, comme les avant-pieds ronds, déformés, les déformations des orteils et l'apparition de troubles trophiques cutanés comme les durayons, les cors. Cela survient également à tout âge de la vie. Et est-ce que tu arrives quand même à déterminer un profil un peu de patients qui viennent te voir pour ça? Oui, ce sont principalement chez les femmes, vers l'âge de la cinquantaine, à la ménopause, en surcharge pondérale et mal chaussée. Elles présentent toutes une anatomie morphologique très particulière qui va venir surcharger les têtes métatarsiennes, comme une brièveté, par exemple, géométrique du premier rayon, un hallus valgus, un deuxième ou troisième métatarsien trop long, un quintus varus, un pied creux antérieur, un médiopied plat valgus. Dis-moi. Je voulais rajouter que chez les sportifs qui ont des sports avec des impacts en répétition, quand ils pratiquent leur tennis, leur squash, c'est très, très invalidant également. Du coup, est-ce que tu as noté qu'il y avait une évolution, et notamment dans l'incidence de cette pathologie chez tes patients? En général, elle évolue vers l'aggravation et le handicap. Et est-ce que tu as noté qu'il y avait des facteurs qui pouvaient le favoriser, ça? Oui. Aujourd'hui, dans la population active, on pratique une activité sportive physique de plus en plus précocement dans la vie et on va le faire de plus en plus tard, ce qui va générer forcément des impacts au niveau articulaire et favoriser l'usure du capitonnage plantaire. Et chez les sportifs également, qui pratiquent intensément leur activité sportive, pour un souci de performance, vont entraîner un stress biomécanique beaucoup plus important et on remarque qu'apparaissent des fractures de fatigue dès le plus jeune âge. Il est donc important de prendre en charge ces métatarsalgies qui peuvent devenir très invalidantes. Du coup, est-ce que Karine, tu peux nous orienter un peu sur la durée d'évolution chez tes patients? Et peut-être après, est-ce que tu penses, que tu nous répondras à 2 questions, est-ce que tu penses que le traitement podologique peut suffire à guérir ces lésions? Oui, alors principalement déjà, forcément, le traitement podologique, il sera pluriel en fait. On commencera toujours par le soin. Il ne faut vraiment pas le négliger, c'est important pour les patients parce qu'ils vont avoir un soulagement en une demi-heure de temps où dure le soin, où on va faire une abrasion mécanique de la kératose, on regarde des têtes métatarsiennes surchargées. Ils vont sortir du cabinet, déjà ils seront soulagés d'une partie.
Après, le soin, on peut le continuer avec l'application de padding. Ce sont des pansements qu'on découpe, qu'on met autour des exostoses, par exemple l'exostose de la lux valgus pour protéger, et qui va nous amener à pouvoir expliquer le fonctionnement des orthèses plantaires, des orthèses digitales moulées en silicone directement sur le pied du patient, en position corrigée, et qui nous permettent de redonner une bonne position qui soit plus fonctionnelle, notamment dans le cadre des hallux valgus. Avec un simple séparateur entre O1 et O2, on arrive à réaligner et à redonner de la fonctionnalité au long fléchisseur. Ensuite vient le côté semelle, et pour répondre à la première partie de la question, j'ai un peu inversé. Pour la durée moyenne du traitement, mais ça va dépendre beaucoup en fait, du laps de temps qui va s'écouler entre le moment où le patient va ressentir les premières douleurs et le moment où il va venir nous consulter, ou consulter d'une façon générale le médecin. Ça va dépendre également de l'atteinte de la plaque plantaire. Mais voilà, pour donner un exemple, dans le cadre d'un Morton, si on a un patient qui vient nous voir dans le mois ou les 3 mois suivant les premières douleurs, on va, avec l'application de semelles adaptées, avec un ARC médian, et très rapidement, en quelques semaines, voire quelques mois, à la rigueur 1-2 mois, il va être soulagé. Par contre, si le patient, ça arrive très fréquemment, on voit des patients qui arrivent et qui ont mal depuis 6 mois, 1 an, voire plusieurs années, forcément, là, le traitement par orthèse plantaire va être plus difficile à obtenir des bons résultats rapidement. Et dans tous ces cas-là, la prise en charge se doit d'être pluridisciplinaire. Il faut qu'on renvoie, ou que le médecin renvoie aussi vers les kinés, qui sont là pour éduquer le patient pour l'étirement des chaînes musculaires postérieures, de tous les fascias. Et en plus, quand il y a besoin, réorienter vers des diététiciennes, nutritionnistes. S'il y a besoin d'un rééquilibrage alimentaire en vue d'une perte de poids, c'est important de le faire aussi. Oui. J'ai envie de poser la question à Claire-Marie. Par rapport à ton examen, est-ce que tu peux détailler un petit peu ce que vous faites au cabinet ? Pardon. On va donc faire monter le patient sur le podoscope. Voilà, podoscope. Voilà, c'est un outil qui est très important, qui nous permet de visualiser les empreintes plantaires. Le patient est donc en charge et l'on va pouvoir regarder la posture d'une façon globale et les déformations pour mieux comprendre l'apparition, le pourquoi de la survenue de ces métatarsalgies. On va donc d'abord faire un examen au niveau des arrière-pieds, valgus varus, médio-pied, pied creux, pied plat affaissé, puis la partie antérieure avec la saillie des têtes métatarsiennes. Et l'on va pouvoir donc voir toutes les pathologies au niveau de l'avant-pied, hallux valgus, brièveté géométrique du premier rayon, deuxième, troisième orteil métatarsien plus long, quintus varus, et la rétractation des orteils. Est-ce que tu te sers d'autres outils ? Oui, on va pouvoir après faire un exercice sur une platine podométrique ou un podobaroscope. On va donc prendre des empreintes statiques et dynamiques pour voir donc le déroulé du pas. On va ensuite analyser ces empreintes et les imprimer pour donc regarder la position du centre de gravité. On fera ensuite un petit résumé avec tous ces différents examens cliniques pour essayer de soulager le patient avec une orthèse plantaire. Et du coup, Karine, quel est l'outil indispensable selon toi dans votre examen ? Dans tous ces examens, la plateforme baropodométrique, elle est vraiment très importante pour nous. Aujourd'hui, quasiment tous les cabinets de podologie en sont équipés et ça permet d'avoir vraiment une vue des pressions plantaires, ce que ne permet pas le podoscope simplement, qui donne une répartition globale de la charge, de la zone d'appui. Ça nous permet aussi, donc, comme le disait Claire-Marie, d'avoir des empreintes statiques, dynamiques, et on peut même parfois les avoir en appui unipodal ou bipodal. Et surtout, comme on voit sur la diapo en bas à gauche, je les fais régulièrement monter sur la pointe des pieds, parce qu'en fait, les empreintes du haut et du bas sont celles de la même patiente et qui se plaignait d'une douleur au niveau de la tête du deuxième métatarsien au niveau du pied droit.
En statique, ça n'apparaissait pas, et quand on l'a fait monter sur la pointe des pieds, d'un coup, cette zone arrive en surbrillance et la patiente voit sa douleur. C'est une patiente qui n'avait pas de durillon encore en regard et qui n'arrivait pas à identifier pourquoi elle avait mal sur cette zone. Là, ça lui donne l'explication visuelle. Merci beaucoup. Rémi, on va reparler traitement médical en dehors de la podologie. En dehors de la podologie, donc comme l'a dit Karine, il y a déjà des règles hygiéno-diététiques à avoir. Le pied il porte tout le poids du corps, donc plus le corps va être soumis aux variations de poids corporel, plus c'est le pied qui va prendre et du coup déclencher d'éventuels symptômes et des douleurs. Ça, dans les règles hygiéno-diététiques, il y a aussi le chaussage. Ça fait partie de l'aiguillation du patient. Il y a une partie rééducative, on va y revenir juste après, sur ce qu'on appelle le SAP. Le SAP, c'est le système suro-achilléo-plantaire. C'est ce qui part du dessus du mollet et qui se termine sous les têtes métatarsiennes. On le reverra juste après. Il y a le traitement médicamenteux invasif, c'est les infiltrations. Donc ça, on va beaucoup le faire dans tout ce qui est névrome ou bursite, les infiltrations d'anti-inflammatoires. Le mieux, c'est qu'il soit fait sous échographie, parce qu'au moins on est sûr de piquer au bon endroit et d'injecter au bon endroit, et c'est garant d'un meilleur résultat. La viscosupplémentation est intéressante aussi dans les cas d'arthrose métatarsophalangienne. Et puis on a l'avènement du PRP, qui est de plus en plus utilisé dans notre spécialité, toute articulation et tout membre confondu. Où là, PRP, ça veut dire plasma riche en plaquettes, et on va réinjecter le sang du patient qui sera préalablement centrifugé après une prise de sang, où tous les éléments figurés du sang vont être sédimentés. On va garder que la partie supérieure de la centrifugation, qui est le plasma et les plaquettes, d'où le nom. Et c'est un effet anti-inflammatoire et un effet cellule souche-like, entre guillemets. C'est pour ça que c'est un petit peu utilisé dans l'arthrose, parce qu'on pense que ça peut stimuler, alors pas la reproduction de chondrocytes, mais donner des super chondrocytes pour ceux qui sont là et assurer la fonction de ceux qui sont partis. On va revenir sur le système suro-achilléo-plantaire, parce que je pense que c'est déterminant dans cette pathologie. Oui. Ça fait partie, c'est ce qu'on regarde quand on voit marcher les gens. C'est ce qu'on regarde quand on les examine. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà fait attention, mais tous ces gens qui marchent un peu sur la pointe des pieds, on a l'impression qu'ils rebondissent sur leurs talons. Et bien ça, on va pouvoir se dire, ah, lui ou elle a des chaînes postérieures courtes. Et en fait, sur le schéma en bas à droite, là, on peut voir la connexion qu'il y a entre ce système suro-achilloplantaire et les têtes métatarsiennes. Des fois, les gens ils nous disent, mais pourquoi vous voulez m'étirer les mollets alors que j'ai mal aux pieds ? En fait, le mollet, il se termine par le tendon d'Achille. Le tendon d'Achille il est en continuité avec l'aponévrose plantaire, et l'aponévrose plantaire, elle se termine sur les têtes métatarsiennes. Vous pourrez faire le test chez vous, si vous voulez. Quand vous êtes debout ou jambes tendues, le mollet est tout tendu, et dès que vous pliez le genou, hop, ça se détend. Et on a l'avant-pied qui va venir se détendre aussi. Il y a un test simple à faire en consultation, c'est celui que vous avez en bas. Jambes tendues, on plie la cheville en flexion dorsale. Alors, c'est très positif quand le patient reste comme ça en équin, mais chez la majeure partie des personnes, dans 25% des cas, c'est ce diagnostic, mais moi je dirais presque dans 70%, voire 75%, on a des rétractations musculaires. Alors, la cheville va revenir à 90 degrés, mais quand vous pliez le genou, vous obtenez vraiment 20 degrés de flexion dorsale en plus. Et dès qu'on a ce petit signe, c'est important de travailler là-dessus. Et c'est là où l'adhésion du patient est dure, parce que si on veut étirer ses muscles, il faut étirer donc les muscles et pas vouloir étirer le tendon, ça ne s'étire pas, tendon. Et si on veut les étirer, c'est des exercices quotidiens qui sont un peu contraignants. C'est les schémas que vous avez là au milieu de page. Et on conseille de faire ça aux gens 2 minutes le matin, 2 minutes le soir. Mais c'est quand même contraignant, mais malheureusement ça fait quand même partie intégrante du traitement des métatarsalgies. Il y a déjà tout un ouvrage de Feu, notre collègue Colombier, qui avait été réalisé, où on traite toute la pathologie donc, de la chaîne postérieure du système suro-achilléo-plantaire. On verra que parfois on est même amené à allonger les muscles, on fait des déchirures musculaires chirurgicales ou à d'autres étages pour pouvoir soulager les gens. Et ça va. C'est pour ça qu'on intégrait au début la notion de pied normal ou pas, c'est qu'il y a des gens qui ont toutes les caractéristiques pour avoir un pied normal, mais qui ont quand même mal. Et ces gens-là, ils rentrent dans ce cadre de rétractation de la chaîne postérieure.
Alors, on va reparler un peu des semelles et je voudrais poser la question à Karine. Pour toi, dans le traitement de ces métatarsalgies, est-ce que c'est systématique les semelles ? Non, on est podologue, mais on n'est pas là pour mettre des semelles à tout prix à tous nos patients. Et déjà, il faut voir si le patient est volontaire pour ça. On ne va pas pouvoir aller à l'encontre de sa volonté. Parce que si on lui fait des semelles en lui disant oui, c'est vraiment ce qu'il vous faut, mais qu'il n'est pas partant pour ça, il va les mettre au fond d'un placard, il ne les portera pas. Ça aura servi vraiment à rien. Ensuite, je pense que parfois, il faut savoir dire non. Je ne vous fais pas de semelle parce que vu que vous voulez porter des escarpins en 8 cm de haut avec des bouts pointus, ma semelle, je n'arriverai pas à la rentrer dedans. Ça ne servira à rien. Revenez me voir quand vous serez décidé à ne plus avoir mal aux pieds et à essayer de trouver une vraie solution. Pour moi, c'est plus comme ça. Il faut un peu, déjà, on en revient aux mesures hygiéno-diététiques et à l'éducation du patient avant. Et si c'est le médecin qui t'impose de faire des semelles, tu vas savoir lui dire non aussi. Non, si le médecin impose, il faut juste lui montrer les chaussures. Si les chaussures ne conviennent pas du tout, je pense qu'il est tout à fait à même de comprendre qu'effectivement, les semelles, ça ne pourra pas rentrer. Et alors, est-ce que quand tu les fais, effectivement, comment ça se passe ? Est-ce qu'elles sont toujours pareilles ? Non, elles ne seront jamais identiques d'un patient à l'autre parce qu'on prend... alors, dans les pathologies d'avant-pied, on utilise la barre rétrocapitale, qui est un élément en forme de vague qui va venir soutenir les 5 têtes métatarsiennes, qui se trouvent en arrière des têtes métatarsiennes, et l'appui rétrocapital médian qui est en forme de goutte et qui vient soutenir plus expressément les têtes métatarsiennes du milieu, donc M2, 3 et 4. Ça, ce sont nos éléments de prédilection. Mais on prend en compte toujours la statique globale du patient, donc on vérifie l'arrière-pied, les troubles statiques associés, les varus, les valgus, et voilà, du coup, ça va rendre unique la semelle de chaque patient, la cambrure de son pied également. Et pour chaque patient, on pourrait même dire qu'il va y avoir également des semelles différentes en fonction de si on va lui faire une paire de semelles pour des chaussures de ville avec un chausson plus étroit ou des chaussures de sport avec un chausson beaucoup plus confortable pour la réalisation de semelles. Et voire même en fonction des sports pratiqués, il y aura une adaptation des matériaux qu'on va utiliser pour avoir des effets recherchés. Et alors, est-ce que tu penses que tes patients mettent les semelles ? J'espère. Non, alors... Très sincèrement, les patients qui sont soulagés très rapidement, par exemple dans le cadre d'un Morton avec un bel ARC, ça soulage le patient rapidement. Il va les porter, on lui a dit qu'il fallait les porter pendant au minimum 1 an pour essayer de vraiment couper court à ces problèmes d'inflammation du Morton. Mais souvent... Une fois qu'ils ont plus mal, ils font l'effort quelques semaines et après, les semelles, elles finissent dans un placard. Elles ressortent parfois quand le patient a à nouveau des douleurs parce qu'il s'est rechaussé un petit peu de façon aléatoire, pas forcément dans le cadre de ce qu'on lui a expliqué. Et après, si on parle de patients qui ont mal depuis très longtemps, qui viennent nous consulter, à qui on fait des semelles confortables, qui ont accepté un petit changement de chaussure, un volume plus important, eux, oui, une fois qu'ils auront plus mal, ils vont plus passer de leurs semelles. Donc eux, l'observance, ce sera beaucoup plus sympathique pour nous. C'est ce que je dis aux patients, en fait, on ne doit pas avoir besoin de vous faire porter vos semelles, vous devez vous dire vous-même que vous êtes mieux sans. Et c'est la meilleure façon, et notamment chez les enfants. On en discuterait longuement, mais les semelles chez les enfants, il faut que ce soit les enfants qui puissent les porter et pas les parents. Bon, c'est un petit aparté. Je te remercie. Et pour Claire-Marie, je voulais savoir qu'est-ce que c'est l'actualité. Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau en fait dans la conception des semelles ? Oui, alors bon, aujourd'hui on a plusieurs techniques de semelles, la traditionnelle, classique, la thermoformée et maintenant la dernière invention technologique, c'est la semelle 3D. Bon, enfin, elle a quand même 7 ans. Au Canada, une dizaine d'années, aux États-Unis, 10 ans aussi. Alors, c'est une semelle qui est très différente, elle est très innovante. On va scanner, tout en haut, il y a la diapositive, on va scanner avec cet outil les empreintes plantaires. On va ensuite modéliser cette empreinte sur notre ordinateur, puis on va envoyer par l'informatique à un prestataire cette empreinte plantaire modélisée et le prestataire
va pouvoir imprimer en résine cette semelle. Alors, je fais juste une petite note. Là, cet emprunteur, il est en décharge. Exact. On a aussi la possibilité de faire des empreintes plantaires en charge, par exemple dans une boîte de mousse. D'accord. Et c'est selon tes critères que la semelle est confectionnée. Tu as, toi, la capacité de faire varier les semelles. Modéliser. Alors, il faut avoir un petit peu de pratique, de formation, parce que c'est du virtuel. Donc, il faut... Ça reste quand même ta pratique de podologue qui permet de faire la semelle. Exactement. Parce que quand tu parles d'extérioriser la fabrication... Voilà. Mais c'est moi qui vais donner, bien sûr, les hauteurs des voûtes. Je vais... Sur la diapositive, en bas, on voit un sous-capital. Je vais mettre, bien sûr, une épaisseur voulue. Et on voit les alvéoles qui seront plus ou moins larges. C'est en fonction de la rigidité, de l'élasticité que l'on veut obtenir. On va aussi cambrer cette semelle. Il y a énormément de possibilités de modéliser cette semelle. Tu peux l'optimiser toi-même, en plus, après. Exactement. On peut ensuite renforcer. On va donc pouvoir... Alors, cette semelle, elle a énormément d'avantages. Elle est extrêmement fine, on peut la mettre pratiquement dans toutes les chaussures, elle est très légère, quelques grammes. Elle reproduit, l'avantage c'est qu'elle reproduit le pied à l'identique et on peut la développer autant qu'on veut grâce au numérique. Donc on a aussi toute une série de matériaux plus ou moins fins, plus ou moins épais, comme les ortholites, les EVA, à mémoire de forme. Donc cette semelle peut convenir à tout type de chaussage, à toute pratique sportive en principe. Ça a l'air assez bluffant. Est-ce que ça s'adresse à tout le monde ? Forcément non, parce que il faut d'abord un petit peu... on va étudier au cas par cas. Donc ça, c'est un avis qui est un petit peu personnel. C'est un petit peu subjectif. C'est vrai que j'ai le cas, par exemple, d'une hôtesse de l'air qui était venue, que tu m'avais adressée pour un syndrome de Morton et un médiopied plavalgus. Cette hôtesse de l'air m'a demandé une orthèse 3D parce qu'elle a vu qu'elle pouvait être très fine et aller dans son escarpin d'hôtesse de l'air. Bon. 3 mois après, le syndrome de Morton a régressé et elle a voulu reprendre ses activités intense de marathon. Elle a voulu pratiquer à New York le marathon. Elle m'a demandé de reproduire à l'identique, si possible, une semelle pour ses chaussures de sport. La semelle a été réalisée avec un revêtement très adapté et elle m'a dit « Je voudrais la même chose parce que je vais en Chine et je vais faire le marathon de la muraille de Chine. » Elle m'a demandé 3 paires de semelles pour ses nouvelles chaussures de sport. J'ai choisi des matériaux un petit peu absorbants et à mémoire de forme. Elle m'a envoyé un texto me disant qu'elle avait terminé le marathon de la muraille de Chine sans s'être blessé les pieds. Bon. Je te remercie. La modularité, la base de la semelle était la même et tu as juste changé les matériaux qui allaient dessus, les recouvrements. Je n'ai rien changé. Alors Rémi, on va reparler chirurgie. Et oui, parce que la chirurgie, ça vient toujours en dernier, quand le traitement médical n'a pas fonctionné. Donc, pour ces métatarsalgies, comme on l'a vu, on va agir sur 2 choses, les parties molles, tendons, articulations et les fameuses chaînes postérieures. Donc, vous avez le petit schéma là ici, où nous, on pratique essentiellement sur les métatarsalgies avec des chaînes postérieures courtes, c'est plutôt la libération proximale. Donc, c'est soit une désinsertion des jumeaux, soit maintenant, on fait simplement la lame aponévrotique du jumeau médial, comme Colombier l'avait décrit. Distal, c'est plus vraiment quand on a un équin fixé ou même genou fléchi, on n'arrive pas à remettre la cheville à 90. On va pouvoir agir soit au niveau de la jonction myotendineuse, soit des fois même plus bas, être amené à faire des authentiques tendinoplasties d'allongement d'Achille. Donc ça, c'est pour les parties molles, mais parfois, il faut aussi corriger les os, leur redonner leur horizontalité, leur redonner leur longueur fonctionnelle. Aujourd'hui, on passe par des mini-incisions, mais ça n'a pas toujours été le cas. Et en fait, voilà ce qui a pu être décrit ou fait depuis de nombreuses années, avec toujours dans le même objectif de relever cette tête métatarsienne, voire de raccourcir.
Donc on s'est essayé aux ostéotomies basales, aux ostéotomies de translation, aux ostéotomies d'accourcissement, enlever un bout d'os par-ci, en remettre un par-là. Et en fait, on s'est rendu compte que tout marchait. Alors en chirurgie, des fois on se dit que quand il y a 50 techniques, c'est qu'il n'y en a vraiment aucune qui marche. Donc quitte à choisir, autant faire quelque chose de simple, efficace et surtout avec une morbidité réduite. Et aujourd'hui, vu qu'on a vu que les gens qui étaient les patients, le profil type du patient, c'était plutôt des gens qui étaient encore actifs, voire sportifs, il faut qu'ils puissent pas perdre dans leur activité de vie tous les jours et surtout pouvoir retourner au sport rapidement. Donc on fait ce qu'on appelle principalement le DMMO, qui est l'image en bas à droite, qui veut dire distal et métatarsale ostéotomie oblique, et qui permet via l'épaisseur de la fraise et son inclinaison de reculer et relever le métatarsien, un peu comme sur l'image de Elal 1975 qui est juste à côté. Et ces techniques se sont développées avec l'avènement de la chirurgie mini-invasive et percutanée qu'on pratique maintenant avec Jérémy pour Jérémy depuis toujours. Donc ça fait 6-7 ans qu'on est vraiment là-dessus. On a dû s'équiper de matériel spécifique. Là encore, on a eu un projet d'établissement, que ce soit dans les 2 établissements où on travaille, parce qu'il fallait investir dans une miniscopie à faible irradiation. Sinon, nous n'aurons pas tous les beaux enfants que nous avons aujourd'hui. Et investir dans du matériel adéquat et notamment ces fraises percutanées qui permettent donc de réaliser les ostéotomies. Donc, vous voyez sur les 2 schémas que ça ne saigne pas, il n'y a pas d'ouverture. On fait ça sous le contrôle de l'amplificateur de brillance. Aux États-Unis et au Canada, ils font ça en cabinet. Ils ne sont plus appelés chirurgiens orthopédistes, mais ce sont des podiatres. Donc ça veut dire que, comme on peut des fois voir dans des petites cliniques de chirurgie ou des cabinets un peu 2.0 d'esthétique, ils ont leur mini-bloc, ils ont appris à faire des anesthésies locales au niveau du pied, où on va faire de multiples injections d'anesthésiques locaux dilués avec un produit adrénaliné pour éviter le saignement. Et à l'aide d'un moteur, de l'amplificateur de brillance, on peut réaliser ces gestes percutanés. Il y a un autre outil qui est en cours de développement, c'est ce qu'on appelle l'écochirurgie. Donc c'est de la chirurgie éco-guidée. Donc là, il suffit d'une formation, d'un échographe. Et sous contrôle échographique, on va pouvoir aller mesurer l'allongement, la section des différents tendons ou des libérations articulaires. Et je ne sais pas si tu peux montrer avec le pointeur sur les radios du bas. Donc là, on a un cas d'une chirurgie mixte, c'est-à-dire qu'on va ouvrir le gros orteil pour faire l'ostéotomie, mettre une vis, et ensuite, sans ouvrir, on fait ces ostéotomies percutanées sous l'école des métatarsiens pour toujours redonner l'objectif de la parabole métatarsienne. Et vous voyez que la rançon cicatricielle, on voit à peine les petits points, les petites incisions. Seul inconvénient de cette chirurgie, c'est le pied gonflé un peu plus longtemps qu'une chirurgie ouverte. Mais on fait marcher les patients tout de suite. Ils gardent une chaussure post-opératoire pendant 1 mois. Ils n'ont pas le droit de conduire pendant 6 semaines. Et après, dès que leur pied est assez dégonflé, ils reprennent un chaussage normal, une marche normale et des activités physiques. On n'est même pas obligé d'attendre que ce soit complètement consolidé parce que la consolidation, le positionnement, il va se faire en fonction des appuis et la consolidation va venir avec. Alors, c'est souvent très long à consolider. Mais au bout de 3 mois, entre 3 et 6 mois, les gens reprennent leurs activités habituelles. Oui, c'est mini-invasif, mais c'est long. Oui, c'est ça qu'il faut. Ça fait partie de la discussion, c'est que c'est pas parce qu'il y a des petites cicatrices qu'on n'a rien fait. Ouais. Et les gens, ils le sentent, et c'est notre laïus tous les jours de dire oui, vous n'aurez pas de cicatrices, oui, on va limiter les risques d'infection, oui, on va pas mettre de matériel, mais par contre, ça va être long. Donc voilà, c'est 3 à 6 mois, on reprend des activités, mais on a un pied qui est gonflé, on a un pied qui peut encore faire mal, mais la satisfaction globale est quand même là. Sinon, c'est des techniques qui ont 10 ans maintenant, qui ont mis du temps à être reconnues par nos pairs, mais qui maintenant font office de référence. Je vous remercie tous les 3. S'il fallait en retenir quelques notions. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que le pied, ça ne se regarde pas dans le trou de la serrure, mais bien la porte ouverte. C'est une unité fonctionnelle entière. Il ne faut pas s'arrêter qu'aux symptômes. Il faut aller chercher plus loin dans la globalité. Comme nous ont dit Claire-Marie et Karine, la métatarsalgie, ça ne se néglige pas. Il faut
Alors, faut pas consulter pour rien, mais quand ça fait un mois qu'on a mal au pied, il faut aller voir quelqu'un, que ce soit son médecin, son podologue, son kiné. Le diagnostic, il s'intègre dans une recherche radioclinique, mais il n'y a pas forcément de relation. C'est l'un est là pour aider l'autre, mais l'un ne va pas expliquer l'autre forcément. Le traitement, il est médical premier. C'est important d'éduquer son patient si on veut qu'il adhère à son traitement et que du coup, on ait une observance payante. Et grâce à la chirurgie mini-invasive, on arrive à pallier sans trop de morbidité à traiter les métatarsalgies rebelles. Merci.